du puits de secours prend du retard. Et rejets toxiques dans l'environnement, les sables bitumineux de l'Alberta encore montrés du doigt. Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle saison du Téléjournal. Vous constaterez d'ailleurs au cours des prochaines semaines certains changements à notre émission. Mais d'abord, malgré quelques détails qui ne concordent pas, Marc Bellemare persiste et signe. Après avoir exposé sa version des faits la semaine dernière, l'ancien ministre de la Justice du Québec subit maintenant l'épreuve du contre-interrogatoire devant la commission Bastarache. Les faits saillants avec José Thibault. Autour des avocats des parties intéressées de contre-interroger Marc Bellemare, et ils avaient visiblement fait leur devoir. Même si son témoignage a été décortiqué dans le fin détail, l'ex-ministre ne s'est jamais laissé démonter, par exemple sur les pressions des collecteurs de fonds du PLQ. Vous trouvez ça inconvenant? Oui. Exaspérant? Je ne sais pas ce que je vous dis, je vous dis inconvenant. Contre vos valeurs et faits? Exaspérant, là, je ne sais pas où vous avez pris ça dans les témoignages. C'est que dès le début du contre-interrogatoire, l'avocate du gouvernement a voulu établir la faiblesse des principes de moralité et d'éthique dont se réclame Marc Bellemare. Mais vous le connaissiez déjà, vous dites, M. Legendre. Selon elle, quand il a su que l'ex-ministre péquiste Richard Legendre avait fait pression pour que son frère, le haut fonctionnaire Pierre Legendre, reste au cabinet de la justice, il s'est inquiété sans même connaître ses allégeances politiques. Alors, c'est politique, le cabinet. Et puis, c'était inquiétant. Moi, je trouvais ça inquiétant. Je me disais, bon, qu'est-ce qu'il a pu savoir? Est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a dit des choses? M. Legendre, qui viendra témoigner, a été muté à d'autres fonctions. Dès le départ, ça se sentait, la journée s'annonçait rude. Comme plus tard l'avocate du gouvernement, le procureur de la commission voulait démontrer un point précis. Pourquoi a-t-il attendu jusqu'à la fin novembre 2003 pour nommer le juge Marc Bisson, alors que dès l'été, les pressions du collecteur de fonds Franco Fava étaient colossales et que Jean Charest lui avait dit de s'y soumettre? Il n'y a rien qui vous empêche, vous, de dire, bon, je suis ministre, je procède à la nomination de M. Marc Bisson, la décision a été prise. En réponse, l'ex-ministre a simplement invoqué des délais inhérents à la politique. Ça se fait de façon un peu particulière dans chaque cas. Il n'y a pas de processus établi par la loi. Et on apprend que le processus de nomination des juges est loin d'être étanche. Un troisième ministre de l'époque, Jean-Marc Fournier, lui aurait demandé quelles étaient les chances de nomination d'un candidat de sa connaissance. Je pense qu'il y a effectivement un peu d'eau qui coule, là. Et au mois d'avril Ça devient agaçant à un moment donné. Comme ministre, ça devient agaçant. Le contre-interrogatoire est loin d'être terminé et même si l'avocate du gouvernement a réussi à relever des imprécisions ou des contradictions dans les dates et les événements évoqués par Marc Bellemare, le principal témoin a conservé tout son aplomb. José Thibault, Radio-Canada, Québec. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Notre premier analyste politique va nous en parler. Michel, d'abord, la question qu'on se pose souvent lors de commissions d'enquête, c'est est-ce que la version du témoin vedette, donc de Marc Bellemare, tient toujours? Oui, elle tient toujours ce soir, essentiellement parce que c'est pas une histoire compliquée, c'est Marc Bellemare qui l'a mieux résumé la semaine dernière, on peut dire. M. Charest m'avait fait comprendre clairement que les propositions de M. Fava et de M. Rondeau, dont il était question aussi le 2 septembre, étaient les siennes. Si Franco te dit de nommer ces deux juges-là, nomme-les. Alors cette histoire-là, elle tient. L'armure de Marc Bellemare aujourd'hui, elle n'est pas percée. Il n'y a personne dans le contre-interrogatoire qui a réussi à percer cette armure-là. Mais elle est cabossée à quelques endroits. Il y a des zones d'ombre maintenant, et c'est ça qui risque d'être le problème pour Marc Bellemare dans les prochains jours. Mais il n'y a rien d'aussi percutant que ce qu'on a entendu, qu'il a dit la semaine dernière. Ça m'a l'air très technique, ça m'a l'air assez ardu, mais non, pour le grand public. On n'est pas dans une commission à la Gomery. On est plus dans quelque chose qui ressemble à un procès. Et un procès, parfois, il y a des gros moments techniques. Mais il y a quand même des choses qui ne sont pas claires et qui pourraient causer des problèmes à Maître Bellemare. Il y en a une aujourd'hui. Je vous donne l'exemple. L'un des trois juges litigieux, le juge Bisson, le 2 septembre, M. Charest lui dit « Il faut que tu le nommes, il vient de le dire. » Et là, il prend son temps, Maître Bellemare, il tergiverse, et il nomme même un autre juge pour faire l'objet d'une enquête de sécurité par la SQ. On va regarder ce que ça donne.
Je vous dis que, à mon avis, le nom de ce candidat-là n'a pas été soumis pour nomination, mais pour enquête. Pour que vous puissiez répondre à ce Ouais. que M. Fournier vous avait demandé. Oui, exactement. Alors, quand- Et le rapport est revenu négatif, et j'en avais informé Jean-Marc Fournier dans les jours ou les semaines suivantes, puisqu'il avait accepté de bon cœur, mais on aurait eu un problème si la candidature avait été recevable au niveau de la sûreté. Mais il serait arrivé quoi, je ne sais pas. C'est ça qui marche pas. D'abord, on apprend qu'un autre ministre qui faisait des pressions, Jean-Marc Fournier, cela dit, maintenant, dit les ministres qui ont le droit de parler, ont le droit de me suggérer des noms. Mais si Jean Charest lui a dit nomme quelqu'un d'autre, pourquoi on fait une enquête de sécurité sur le candidat de Jean-Marc Fournier? Et d'autre part, maintenant, dit, si les deux avaient été agréés par la SQ, là, on aurait eu un problème. Quel problème? Si le premier ministre a décidé, on obéit aux ordres du premier ministre. Ah, c'est ce genre de zone d'ombre-là. Il y en a plusieurs dans le témoignage de Maître Bellemare aujourd'hui. Et c'est ce genre de zone d'ombre-là que probablement les autres avocats vont commencer à exploiter au cours du reste du contrat d'interrogatoire. Mais ce soir-là, pour l'instant, son histoire fait. Donc, demain matin, 9h30, tout ça reprend. Merci beaucoup, Michel. Merci, Zélie. Et puis, Marc Bellemare devra finalement se présenter devant le directeur général des élections. La Cour d'appel l'a débouté aujourd'hui. L'ex-ministre tentait de faire annuler une assignation à comparaître devant le DGE, qui veut l'entendre lui aussi au sujet des allégations de trafic d'influence dans la nomination des juges. Une population excédée et une question de survie au Pakistan. Escale au cœur de la zone sinistrée dans la vallée de Swat, à venir au téléjournal. Notre prochaine histoire tient un pays entier en haleine et bien au-delà même, car comment rester insensible au sort de ces 33 mineurs chiliens qui sont coincés sous terre depuis maintenant 25 jours, surtout que l'opération de sauvetage pour aller les chercher sera très longue, peut-être même jusqu'à Noël. En fait, il faut creuser un puits de secours de 700 mètres de profondeur et seulement 66 cm de diamètre. C'est juste assez pour qu'un homme puisse passer. Nous joignons notre envoyé spécial Michel Labrec. Michel, ce n'est pas clair, est-ce qu'on a commencé à creuser ce puits ou non? Il semble que ça va commencer incessamment, Céline, puisqu'il manquait une pièce importante pour que l'immense foreuse puisse entamer le fameux puits de secours. C'est une sorte en fait de sonde électronique très sophistiquée qui va à l'embout de la machine. Or, cette pièce manquante, elle est arrivée il y a une trentaine de minutes sous les applaudissements d'ailleurs des familles sur place. Le forage va donc commencer pendant que les autorités chiliennes en même temps planchent sur un second scénario qui serait plus rapide et pourrait réduire la durée du sauvetage à 2 mois, mais ça, c'est encore hypothétique. Bon, Michel, vous mentionnez les familles, les gens. Comment ça se passe? Quelle est l'ambiance autour de vous? Écoutez, c'est une ambiance assez surréaliste. C'est un peu une sorte d'immense terrain de camping dans un paysage lunaire que cette installation, ce campement où se trouvent plusieurs des proches des mineurs. En même temps, certains tentent de retrouver une vie normale. Les enfants retournent à l'école, certains parents retournent au travail. Mais en même temps, beaucoup de ces familles se relaient au cas où quelque chose se passe. Hier, vous savez, elles ont communiqué par vidéo, par téléphone avec leurs proches. J'ai rencontré aujourd'hui une jeune femme qui écrivait une lettre à son frère. Bref, ces gens-là suivent pas à pas l'évolution de la situation et croient au miracle, à l'espoir que quelque chose puisse se passer pour que les 33 mineurs sortent de là sains et saufs. On leur souhaite, mais par contre, il y a aussi tous les autres mineurs, ceux dont on parle très peu, mais qui ont, eux, des sentiments partagés face à tout ça. Oui, on les a vus aujourd'hui, ils sont venus en solidarité avec leurs 33 collègues, manifester aussi pour que l'État leur procure des conditions salariales décentes puisqu'ils sont au chômage, que l'entreprise menace de faire faillite. En même temps, ces mineurs posent aussi des questions, se demandent comment se fait-il dans un pays émergent comme le Chili qu'un tel problème de sécurité ait pu survenir. Bien, merci beaucoup Michel Labrec de ce témoignage. Merci Céline, au revoir. Et une autre histoire qui concerne l'exploitation du sous-sol, cette fois c'est en Alberta, où l'image de l'industrie des sables bitumineux en prend de nouveau pour son rhume.
En fait, une étude publiée dans la prestigieuse revue Proceedings of the National Academy of Sciences montre que cette industrie pollue davantage qu'elle veut bien l'admettre. Marie-Maude Pontbriand. Le glacier Athabasca laisse couler une eau propre et limpide, mais des centaines de kilomètres plus loin, la situation n'est plus la même. Passé Fort McMurray et la région où l'on exploite les sables bitumineux, l'eau est moins claire. You can't drink the water out here. You can't even go swimming. Pour les résidents de Fort McKay, l'eau est impropre à la consommation et ça fait déjà des années qu'ils s'en doutent. Mais voilà qu'une étude vient confirmer ce qu'ils craignaient. 13 des éléments les plus toxiques se retrouvent dans la rivière, dont le mercure et le plomb. Et ces polluants sont présents en plus grande quantité en aval qu'en amont, soit après que la rivière Athabasca ait franchi la région où sont exploités les sables bitumineux. We've shown that industry does add considerably to the pollutant load in the Athabasca River. Falling particulate matter. L'équipe de David Schindler a prouvé que l'industrie pollue la rivière. Ils veulent maintenant vérifier si la chaîne alimentaire est affectée. Pourtant, le groupe responsable de la surveillance de la rivière mis sur pied par le gouvernement et l'industrie n'arrive pas aux mêmes conclusions. Ils croient que la rivière est polluée naturellement parce que le sol y est riche, entre autres, en plomb et en mercure. I think it's incompetence. I don't think it's deliberate. Selon David Schindler, il ne s'agit pas de mauvaise volonté de la part du groupe responsable de la surveillance de la rivière, mais plutôt d'incompétence. Selon lui, une seule instance canadienne a la compétence et l'expertise pour surveiller la rivière Athabasca. Il s'agit d'Environnement Canada. Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Edmonton. Bonsoir Gérald. Bonsoir Céline. Depuis quelque temps, on parle beaucoup du gaz de schiste au Québec et justement l'industrie gazière lançait sa campagne là aujourd'hui. Oui, André Caillé nous le disait au téléjournal la semaine dernière. Aujourd'hui, il a présenté officiellement sa campagne d'information en disant qu'il allait livrer une information honnête et transparente aux Québécois sur le gaz de schiste. 3 assemblées publiques sont prévues en septembre à Bécancour, Saint-Édouard-de-Lotbinière et Saint-Hyacinthe. Et on prévoit, lorsqu'on va vraiment commencer la commercialisation en 2015, qu'il y aura une 50aine de plateformes en exploitation au Québec. En même temps, la position du gouvernement du Québec semble déjà assez claire. Là-dessus, vous avez rencontré la ministre Normando. Oui, la ministre Nathalie Normando qui dit clairement, oui, on va consulter avec le bureau d'audience publique, mais on ira de l'avant tout de même. Au Québec, est-ce qu'on peut développer et se gouverner autrement que par moratoire? Chaque fois sur le plan économique, on est confronté à un défi, là, on invoque la pertinence d'un moratoire. Madame Normando nous disait aussi que son plan Nord sera présenté officiellement le 30 novembre prochain. Nous, au téléjournal, demain, on va présenter un reportage sur la Pennsylvanie, qui est aux prises avec de graves problèmes environnementaux qui sont reliés justement à l'exploitation du gaz de schiste. Alors, oui. Un coup d'œil au marché? Coup d'œil au marché, on surveille toujours les données économiques du côté américain. On avait encore des données inquiétantes aujourd'hui. Donc, retour à la baisse pour les principaux indices américains, petit gain du côté de Toronto. Le dollar canadien a suivi le mouvement du pétrole. Le dollar qui a perdu 3/4 de cent face au dollar américain. Le baril de pétrole qui est sous la barre des 75 $ américains. Merci beaucoup, Gérald. Au revoir, Céline. C'est la rentrée pour tout le monde, pas juste pour nous, pour les politiciens aussi. Les députés du Parti libéral du Canada sont arrivés aujourd'hui au Cap-Breton pour préparer leur retour au Parlement. Et notre chef de bureau est aussi sur place, Emmanuel. C'est l'occasion de faire un peu le bilan de la tournée estivale du chef libéral. On dit qu'il est transformé. Est-ce que vous avez vu un nouveau Michael Ignatieff? Céline, on a certainement eu droit à un Michael Ignatieff plus à l'aise, plus confiant qu'au printemps dernier. Écoutez, les libéraux ont l'impression que les quelques 39 000 kilomètres de sa tournée, les 140 quelques événements, les 11 000 poignées de main même, dit-il, en fait que tout ça aura enfin permis au chef libéral de se libérer d'une certaine façon du carcan que lui avaient imposé les conservateurs. Mais vous savez, à 3 semaines de la rentrée parlementaire, la réalité, c'est quand même que leur dilemme politique reste entier. La musique, la foule, l'autobus, on se croirait en campagne électorale. Mais c'est plutôt une répétition générale que vient terminer Michael Ignatieff. Nous sommes le parti qui peut former un gouvernement libéral qui comprend, qui répond aux vrais besoins, les véritables besoins des Québécois et des Québécoises. Après avoir sillonné le pays, serré des milliers de mains après des centaines de hot dogs, le chef libéral espère s'être enfin débarrassé de l'image d'intellectuel arrogant que lui avaient collé les conservateurs. Le voilà, qui fait même des blagues sur les joies du sexe et de l'alcool. Sex and booze.
Les libéraux n'avaient pas souri ainsi depuis longtemps. Ils regagnent confiance, croient que leur chef a retrouvé sa voie en politique.